Alors dans cette vidéo, je vais parcourir le code d'un petit compilo pour aller d'un sous-ensemble de OCaml vers du bytecode. Alors si on regarde ici, on pourra déclarer des fonctions. Ici une fonction récursive avec reg. Alors ça c'est une implémentation peu efficace de Fibonacci. Et voilà, on pourra faire ce genre de choses. Ici on aura encore une fonction récursive avec la factorielle. Ici, une fonction d'ordre supérieur, double, elle prend une fonction en paramètre et elle nous rend une nouvelle fonction qui va en fait doubler, appliquer deux fois f, comme on voit ici. Ici, la fonction au carré, donc on prendra un x et on le mettra au carré. Et on pourra utiliser des conditionnels. Donc ici, notre if-else à la OCaml. On aura aussi la possibilité de faire des paires, comme on voit ici. Alors là, c'est une paire qui contient encore une paire ici. Bien sûr des appels de fonctions et on pourra tester. Alors ça sera l'égalité structurelle puisqu'on va pas simplement comparer des adresses, mais c'est comme à la Java le equals quand on le fait. Et ici du coup ça devrait normalement être égal les deux éléments et on devrait retourner ici une paire donc qui contient encore une paire pour l'exemple en calculant Fibonacci de 10 et factoriel de 10. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de se rapprocher en fait d'un langage proche de la machine. On va faire du bytecode, on ne va pas aller jusqu'à de l'assembleur et du code machine ensuite, mais du bytecode. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, de ce côté-là du coup, on a le source donc du côté gauche ici, on a le source en OCaml du compilo et du côté droit en fait ce sera une petite machine virtuelle en C++, donc je vous expliquerai après. Donc comment on fait pour compiler tout ça? Donc on utilise Dune. Alors ici ça sera notre exécutable et là il y a quelques flags. Ici ça sera pour montrer l'arbre syntaxique abstrait avec toutes les parenthèses en fait pour qu'on voit que notre passage du fichier source vers l'arbre syntaxique abstrait soit correct. Je vous montrerai tout à l'heure. On pourra montrer les types parce qu'on va faire de l'inférence de type à la OCaml. On pourra regarder un langage intermédiaire. Ça ne sera pas encore le bytecode, mais tout proche. Et ensuite le bytecode. Et on va faire ça sur le fichier que je viens de vous montrer. Donc si on exécute, alors ce qu'on voit ici, là la première partie, c'est juste l'arbre syntaxique abstrait. Alors je réécris le programme en fait, mais avec beaucoup de parenthèses. Donc je ne montre pas directement la structure d'arbre, mais c'était pour vérifier que le parseur s'était bien passé, donc l'analyse lexicale et syntaxique s'était bien passée, et de voir si j'avais les bons parenthésages. Donc par exemple, quand j'ai le if ici, if, then et else, là j'appelle Fibonacci, je ne voulais pas que le parenthésage soit comme ça par exemple. Donc là ça me permet de voir que les parenthèses sont au bon endroit, ici et là, donc ça c'est bon. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, j'affiche après le typage. Donc on obtient le type de toute l'expression et on voit que ce que je rends, c'est une paire, deux paires. Donc le premier élément de la paire, c'est un booléen et le deuxième, c'est une paire d'entiers. Après, j'ai aussi donné la possibilité, alors ça devient un peu illisible, mais ce qu'on voit ici, là, c'est la notation de type un peu partout. Même partout en fait, donc on voit même là ici le paramètre de la fonction Fibonacci, on voit que c'est un entier. Alors j'aurais pu à l'affichage essayer d'enlever des parenthèses, comme ici ça sert à rien. On voit aussi pour le test en fait, pour le if, dans la conditionnelle on voit que le n c'est un entier, on voit qu'ici 2 c'est un entier, et tout ça, le test c'est un booléen, etc. etc. Donc il y a beaucoup de détails. On devrait voir aussi sur cette fonction d'ordre supérieur, voilà, double ici. On voit en fait que f, c'est une fonction d'un type générique vers le même type générique, etc. Alors ensuite, ici, donc c'est une représentation qui va être plus proche de la machine, de bien moins haut niveau que OCaml. On voit par exemple mettre sur la pile la valeur 0, la valeur nil, on verra que c'est l'adresse nulle. Mais ici, il y a quand même quelque chose, on voit d'assez haut niveau encore. C'est-à-dire que là, je voulais juste dire, je mets sur la pile l'adresse d'une fonction. Et on voit que la fonction, on l'écrit à la suite ici, là.
Là ici on voit qu'il y a un branchement, donc ça sera pour le if then else. Donc ici en fait ce code, il faudrait le mettre autre part et directement ici mettre l'adresse de ce code et pas dire j'insère directement tout le code ici dans le push. Donc c'est une représentation qui n'est pas encore le bytecode qu'on veut, mais qui est très proche. Vous voyez toutes les instructions comme soustraction, swap, donc échanger le sommet de la pile, les deux éléments en sommet de pile, etc. Donc on a le call pour appeler une fonction. Donc on a des instructions du bytecode ici, mais on a quelques abstractions encore qu'on va éliminer juste par la suite. Donc je vais vous montrer. Ok, donc là on voit le résultat aussi, ici. Alors je me suis énervé sur la taille. Alors ici, on a le résultat. Donc on fait un petit simulateur, pas celui qui est ici. Je vous ai parlé de la machine virtuelle en C++, qu'on verra après. Mais ici, pour vérifier en fait que la forme intermédiaire est correcte, il y a un petit simulateur de la forme intermédiaire. Et comme ça, on peut vérifier voilà, que l'exécution est correcte. Et on voit qu'ici, ça nous a bien rendu la paire avec un booléen et une autre paire de 2 entiers. Et là, on voit vraiment le bytecode. Donc bytecode, comme son nom l'indique, ça va être des instructions sur un octet. Et bon, là, c'est plus lisible du tout, du coup. Et cette suite d'octets, ça sera interprété par notre machine virtuelle ici. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Donc ça va être mis dans un fichier après. Alors, ça va être mis dans un fichier bytecode. Alors, si on lit le fichier, en fait, ça va être du binaire. Donc, ça va être illisible. Alors, on peut regarder à quoi ça ressemble en utilisant un outil comme xdump. Donc là, on voit le contenu et on voit, voilà, c'est les octets qu'on voyait tout à l'heure, la suite d'octets ici. Donc maintenant, à partir de cette suite d'octets, là, notre bytecode, on va utiliser ça dans la machine virtuelle qui va interpréter tout ça. Ok, alors là, on verra le code plus tard, mais il y a la machine virtuelle qui va interpréter le bytecode. Et alors, la première fois qu'on va le lancer, on va faire un petit cmake qui va nous générer un makefile et ensuite un petit make. Et on peut lancer la machine virtuelle sur le bytecode qu'on a obtenu précédemment. Et normalement, alors ça va nous afficher à nouveau le bytecode. Donc là, on voit, si on regarde le bytecode généré cette fois-ci, donc là, le code est vraiment linéaire. On voit, il y a plus ce genre de choses ici, là, des gros pâtés, là. Donc tout a été bien aplati. Et on peut retrouver les instructions qu'on a vues précédemment. Donc si on exécute le code, grâce à notre programme C++, on va réobtenir la même chose. Donc on voit ici le résultat du programme. Donc comme tout à l'heure, on a ici, ça sera pour un booléen, donc ça sera vrai. Et on a ici notre paire d'entiers. Donc ici, c'était Fibonacci de 10. Et là, c'était la factorielle de 10. Alors juste pour montrer un petit résumé de ce qui s'est passé à l'exécution. Alors on a la taille du programme, donc ça ne change pas à l'exécution. On a la mémoire des données dont on a eu besoin. Et là, on a la stack au maximum, ce qui a été utilisé dans la pile. Donc on voit 148 octets pour la pile et un peu moins de 2000 octets pour la mémoire. Alors il n'y a pas de garbage collector d'implémenter sur cette machine virtuelle, donc il faudrait, ce serait pas non plus, alors je l'ai pas fait, alors je vais pas m'avancer, mais je pense que ça se ferait assez bien. Donc là le problème c'est que la mémoire n'est jamais récupérée. Alors on peut remarquer, alors juste pour conclure là-dessus, on peut remarquer la différence énorme entre la représentation initiale de très haut niveau, ici en OCaml, et la représentation finale linéaire avec des instructions élémentaires, donc d'assez bas niveau, même de très bas niveau ici. Alors, l'un des avantages par rapport à ce qu'on avait fait en Prolog, où on exécutait directement l'arbre syntaxique abstrait, donc ce qu'on va voir juste après, c'est qu'à partir de ça, on va obtenir un arbre qui va représenter le programme. C'est l'arbre, il y a beaucoup de sauts en mémoire, les choses ne sont pas placées les unes à côté des autres, c'est pas compact, et du coup pour les caches, c'est pas génial. Ça, cette représentation, ça va être bien mieux pour les caches, beaucoup plus compact, linéaire, donc le code va être mis, les instructions les unes à la suite des autres, et pas devoir faire des sauts à chaque fois dans l'arbre.
Donc ça c'est beaucoup plus compact, beaucoup mieux pour les caches que cette représentation sous forme d'arbre. Alors bien sûr, on va voir après que la machine virtuelle, elle va aussi utiliser une pile, de la mémoire, et des fois il y aura quand même des sauts en mémoire à faire, mais de manière générale, les choses seront beaucoup plus proches les unes des autres, beaucoup plus compactes dans cette représentation que dans cette représentation. Donc pour les caches, ça va être bien mieux ici que là. Oui, et du coup, comme ça va être plus efficace pour les caches, le code sera plus rapide. Alors même si notre objectif, c'est pas de faire un code très rapide, c'est plutôt de montrer le passage d'une représentation de haut niveau, comme on a vu en OCaml ici, à la représentation de bas niveau. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est passer en revue l'arbre syntaxique abstrait, la représentation. Et alors, on va voir ici, en fait, on aura deux arbres syntaxiques abstraits. Un premier ici avec des informations de position, et ici un autre avec des informations de typage. Donc là, ce que je vais montrer, c'est celui-là. Donc celui-là, on va regarder ensuite l'analyseur lexical et l'analyseur syntaxique. Alors, on peut reconnaître ici, là, les différentes constructions. Donc on va voir qu'on peut déclarer des variables. Donc on peut avoir des variables genre x, enfin n'importe quelle variable. On peut avoir des entiers, genre 42, des booléens, donc à la OCaml, true, false. Ensuite, on pourra avoir des paires, donc par exemple, je sais pas, 1, 2. Mais bien sûr, les paires, c'est pas forcément du même type, donc on pourra avoir un true, par exemple. Ensuite, on aura des opérateurs binaires, donc on voit ici, l'opérateur, ça peut être donc un de ceux-là. Donc on aura l'addition, la soustraction, on aura la multiplication, ensuite l'égalité, donc égalité structurelle, et on aura aussi l'inférieur, et lui aussi structurel. Donc ça veut dire que celui-là, ça ne va pas être que pour des entiers, ni celui-ci. On pourra utiliser par exemple le égal sur des paires, le inférieur sur des paires aussi. Par contre, le plus, le moins et le fois, ça va être des entiers. Ensuite, on aura les opérations unaires. Donc ici, soit first, donc en OCaml, si vous vous rappelez, c'est pour récupérer le premier élément d'une paire, et second pour récupérer le deuxième élément de la paire. Ensuite, on aura le if then else ici. Donc ici, la condition, le then et le else. Donc je vous rappelle, hein, en OCaml, le if est une expression, renvoie une valeur. Ici, on pourra déclarer des fonctions. Donc on verra que ça donnera lieu à une fermeture. Une fermeture, c'est juste qu'il faut le code de la fonction et l'environnement dans lequel elle a été définie. Donc on verra ça plus tard. Alors ensuite, l'application d'une fonction à une expression. On aura les déclarations avec le let, donc déclarations non récursives, et les déclarations récursives avec le letRec, comme on a vu par exemple pour letRec et ici pour la factoriale. Donc voilà, ici on a toutes nos déclarations, nos expressions. Et par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir indiquer à l'utilisateur quand il y a des erreurs. Pour la phase de typage, par exemple, on voudra indiquer, voilà, il y a une erreur de type à telle ligne ici dans le fichier. Donc c'est ce qui va nous aider ici. En fait, si on regarde l'expression vraiment, ça va être deux choses. La description qui est vraiment ce que je viens de présenter là, donc qui est le cœur en fait de nos expressions, et ensuite une information de position ici qui va pouvoir nous dire cette expression, elle commence à telle ligne, à tel caractère dans le fichier. Donc ce qui sera vraiment utile, on va voir ça dans le typage. Donc voilà pour ça c'est notre arbre syntaxique abstrait avec les informations de position. Alors ce qu'on va regarder maintenant, c'est le lexeur. Donc là, on va voir que c'est bien plus simple que ce qu'on avait fait dans le TP Prolog, où on avait tout fait à la main, parce qu'ici, on peut mettre des expressions régulières. Donc pour redonner l'idée générale, ici, on a notre lexeur proprement dit, une des règles. En fait, on va voir qu'on peut en avoir plusieurs, ce qui va nous permettre de facilement représenter les commentaires. Ici, on peut mettre des expressions régulières.
Donc là, on a une expression régulière, elle se continue, c'est une alternative. Donc on a ces deux expressions régulières qui vont donner lieu à cette action-là. Donc on voit les actions, c'est entre les accolades, et une action, en fait, elle va devoir nous rendre une unité lexicale. Donc là, on est dans la partie, en fait, commentaire, ici. Donc un commentaire sur une ligne, donc il se termine par un retour à la ligne. Alors on verra plus bas, il y a aussi un commentaire sur une ligne, il pourrait se terminer aussi par un end of file. Mais là, ce que je veux faire, c'est virer les commentaires et incrémenter en fait le nombre de lignes que j'ai rencontrées. C'est important pour justement savoir à quelle ligne se situe par exemple une erreur lors de l'analyse des types, par exemple. Donc là, en fait, ce que je dis pour celle-là, c'est un commentaire. Donc ça commence par 2 slash. Ensuite, cette partie-là, c'est, alors celle-là, c'est tout sauf les caractères qui seraient là. Donc ici, c'est tout sauf le retour à la ligne. Et étoile, pour dire c'est autant de fois qu'on veut, même 0 fois en fait, cette chose-là. Et ça se termine forcément par un retour à la ligne. Comme ça, je vais pouvoir incrémenter ici le nombre de lignes dans mon buffer. Donc le lexbuff ici contient le flow de caractères plus les informations de position, etc. Donc là, ici, si je rencontre un retour à la ligne, bien sûr, ça n'a pas besoin d'être dans un commentaire, j'incrémente aussi la ligne dans le buffer. Et là, eh ben, je me rappelle récursivement, et ça veut dire en fait que j'ignore ce que je viens de consommer là. Ça n'a pas produit d'unité lexicale. La ligne qui est au-dessous, ici, c'est pour les espaces, donc les blancs. Alors les blancs, on peut définir comme ça des raccourcis dans notre lexeur. Alors ici, un espace, c'est soit le blanc, soit la tabulation, ou aussi l'anti-slash-R. Si on est sous Windows, par exemple, il y aura des anti-slash-R, puisque les fins de ligne se terminent par, alors je ne sais plus si c'est anti-slash-R, anti-slash-N, ou le contraire, mais enfin, il y a ces deux caractères. Donc là, encore une fois, on rappelle token, parce qu'on ignore en fait les blancs et on veut passer à la prochaine unité lexicale. Alors, ici, c'est la règle pour les commentaires. Alors, contrairement, ça serait pas dur à ajouter, mais contrairement au camel, je ne vais pas permettre les commentaires imbriqués. Ça pourrait être un petit exercice simple. On va même regarder comment on peut faire juste après. Donc voilà, au lieu d'avoir le slash étoile comme en C, C++, Java, etc. On va voir la parenthèse étoile comme en OCaml. Donc là, c'est pour dire j'ai détecté le début d'un commentaire et on va voir que c'est pratique puisque je peux définir une règle spéciale pour les commentaires. Donc là, je vais passer à une autre règle. Et si on regarde, elle est définie ici. Donc là, c'est la règle pour les commentaires. Donc maintenant, on termine quand on voit la fin. Sinon, et si on voit la fin, pardon, on reprend la règle qu'on a vue précédemment, donc celle qui fait tout le boulot. Si on a un retour à la ligne, on n'oublie pas d'incrémenter le nombre de lignes dans le buffer, et puis on continue sur cette règle-là pour manger tous les commentaires. Alors ça veut dire n'importe quoi sauf le end of file. Et si jamais on voit un caractère quelconque, on reboucle. Sinon, si c'est la fin de fichier, il y a un problème puisque le commentaire ne serait pas terminé, ce qu'on indique en lançant une erreur, une exception. Alors le reste, c'est très similaire. Alors il y a une règle à bien avoir en tête, c'est que notre scanner, donc l'analyseur lexical, il prend le match le plus long. Donc l'ordre ici n'a d'importance que s'il y a égalité dans les matchs. Alors égalité dans les matchs, on pourrait l'avoir par exemple entre ident ici et par exemple le if. Donc si on rencontre if dans notre fichier source, cette règle-là, elle match, mais pour les identifiants, ça match aussi. On va regarder les identes, comment c'est reconnu, mais c'est exactement ce pattern-là, il passe dans les identes. Donc là, voilà, là c'est exactement la règle du plus long match n'intervient pas entre ces deux, puisque c'est exactement la même longueur. Donc là, c'est le placement. Plus c'est haut, plus ça va avoir de priorité. Donc ici, on rendrait if et on ne rendrait pas ident de if. Alors juste pour regarder vite fait ident, comment c'est défini, un ident c'est une lettre, donc les lettres au début c'est minuscule, majuscule ou underscore,
Et ensuite, on peut mettre aussi des digits, donc de 0 à 9, ou une lettre, et autant de fois qu'on veut. Alors après, il n'y a rien de spécial. Ici, bon, c'est le let rec. J'autorise il y a des lettres et autant d'espace qu'on veut rec pour les définitions de fonctions récursives. Ensuite, ici, c'est pour reconnaître un entier. Alors oui, si on regarde l'expression régulière pour les entiers, on voit que c'est autant de digits qu'on veut, au moins 1. Donc on pourrait très bien reconnaître un entier qui soit trop grand pour être représenté. Si par exemple je mettais ça, voilà, autant que je veux, bien sûr ça ne va pas pouvoir être représenté. Alors en OCaml c'est 31 bits sur 31 bits. Donc en OCaml, c'est le type entier, c'est sur 63 bits. Donc ça pourra pas être représenté sur 63 bits. Donc c'est pour ça qu'on relance une petite exception à ce moment-là. Donc ensuite, ça c'était la partie pour un commentaire sur une ligne qui se termine par end of file, le end of file. Et ça, donc pour les autres caractères que je n'aurais pas reconnus là-dedans, eh ben c'est une erreur et je renvoie encore une exception. Alors rapidement, ici, donc dans ce préambule, donc là je définis l'exception error, et bon, ici ça gère pour justement, j'ai le message que je veux envoyer, et j'ai récupéré les informations de position ici, dans le lexbuff, donc on regarde, bon, il suffirait de regarder dans lexing la doc, mais ici je vais récupérer la position courante, et ici le numéro de ligne dans la position courante, et je vais lancer l'exception avec le bon message. Ici, c'est juste pour incrémenter du coup le nombre de lignes. Donc dans l'xbuff, on récupère encore la position courante et on remet à jour cette position courante en changeant la ligne, en l'incrémentant ici, on voit le nombre de lignes, on prend l'ancien plus 1. Et ici, on remet à jour la position du début de ligne. En fait, ici, ça va nous compter le nombre de caractères depuis le début du fichier source et on dit que le début de la ligne actuelle, il est à ce nombre-là. Donc là, on a fait le lexeur. Et alors, juste si on peut se demander où se trouvent les unités lexicales, où sont-elles définies? Donc ça va être défini dans le parseur. Donc on va regarder maintenant le parseur. Alors le parseur, donc le fichier parseur.mly, là aussi, il y a un petit préambule où on peut mettre du code qu'on veut. Et alors ici, les tokens, ils sont définis là. Donc là, on peut retrouver tous les tokens. Alors, ceux qui ont en plus un attribut, donc on met l'attribut ici, le type de l'attribut, ici entre chevrons. Donc pour notre entier, c'est int, et puis pour notre identifiant, c'est une chaîne de caractères. Et ensuite, on met les différents tokens qu'on a pu voir dans le lexeur. Alors ça, ce sont les informations pour gérer les conflits shift-reduce, donc décalage-réduction qu'on avait déjà vu ensemble. La grammaire en fait que je vais écrire, elle est ambiguë et du coup, elle ne sera pas LR de 1. Et pour gérer ça, en fait, donc vous vous rappelez ce qu'on avait vu en cours, c'est que dans notre table, à certains endroits, on a, oui, ok, il faut shift vers l'état 3, il faut réduire par exemple par la règle numéro 4. Donc ça, du coup, on n'a plus d'un choix et c'est pas LR de 1. Et donc là, ici, ce qu'on va faire grâce à ça, c'est enlever un des deux. Donc on va revenir là-dessus. Ici, on doit indiquer notre point d'entrée de la grammaire et le type de retour. Donc là, ça va être une expression, donc notre arbre syntaxique abstrait qu'on a vu tout à l'heure. Alors si on regarde la grammaire maintenant, alors pour la grammaire, je me suis inspiré du compilateur OCaml, en fait pour l'application. Cette partie-là, avec expression simple, ça j'ai regardé dans le compilo OCaml. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je me suis inspiré pour la représentation de bas niveau, donc j'ai repris la représentation même de bas niveau d'un bouquin. Donc voilà, c'est ce bouquin, Approche fonctionnelle de la programmation, et je m'en suis aussi inspiré pour le typage. Alors pour le typage, je me suis inspiré de plusieurs sources. Donc la représentation qu'on a vue avec les swaps, etc. Donc pas la partie bytecode et la machine virtuelle, mais la représentation, elle vient de ce bouquin-là. Leur objectif à eux, dans ce bouquin pour la représentation, c'est pas d'être non plus le plus efficace possible, parce qu'on ne l'est pas,
mais de montrer comment passer d'une représentation de haut niveau au camel vers une représentation de bas niveau. Ok, alors notre point d'entrée c'est simple, on a une expression et une fin de fichier. Alors ici avec Menhir, on récupère, pendant qu'on va faire l'analyse syntaxique, à chaque fois qu'on va avoir une réduction, donc une réduction, je vous rappelle, c'est si on a une règle de ce style-là, par exemple, programme P donne expression end of file, quand le point arrive ici, on fait une réduction par cette règle-là, et du coup, on va rendre en même temps la partie action. Donc la partie action, c'est entre les accolades. Donc quand on réduit la règle, en plus on rend ce qui est ici. Donc si on regarde bien, ici ça nous dit qu'un programme quand il se termine, quand on va réduire tout ça, on va rendre l'expression qu'on avait récupérée en fait dans expr. Et dans expr, quand expr se réduit, donc se termine, en fait on prend ce qui est renvoyé par description et on crée ce petit truc là. Donc je vous montrerai après. Ça c'est juste pour attacher les informations de position, mais je vais le détailler. Alors si on prend quelque chose d'un peu plus compliqué, parce qu'à chaque fois il n'y a qu'une seule chose, par exemple si on prend ça, ça veut dire que quand le point sera complètement ici, on va réduire, ça c'est la partie droite de la production d'escre, donc les deux points là c'est comme si on avait une flèche, et ben on va rendre ça, qui se sera servi aussi de ce qui a été renvoyé par la réduction de cette expression, la réduction de binop ici, et de l'expression là dans E2. Et là on construit une partie de l'arbre syntaxique abstrait, donc celle qui correspond aux opérations binaires. Alors si on continue, ici on a notre programme, notre point d'entrée, on a vu qu'il va faire appel à expression. Et expression, ce que ça fait, en fait, ça délègue tout le boulot à description et ça attache les informations de position. Donc ça, en fait, c'est Menhir qui nous permet de récupérer une information de position du début de Descre et ici, une fois qu'on a fini Descre, ici, là. Et ce mec, si on regarde, alors je mets la description, donc vraiment ce qui est redonné par ça, et je lui attache ces informations de position. Si on regarde le code, c'est ici, donc je crée cette structure qui est définie dans ASTLock. Alors je vais mettre ASTLock à côté, ça serait bien plus pratique. Donc on voit, c'est ça, cette structure-là. Donc on met à jour la description, cette partie-là, et les informations de position ici. Alors ça, je le fais, je vous laisserai regarder. C'est un petit module location, il n'y a pas grand-chose dedans. Je vous laisserai regarder ça. Alors, la description, c'est toute la grosse partie ici. C'est décomposé en fait en expression simple, en description simple, ici. Et en description, ça c'est la description plus complexe. Donc on va d'abord regarder la description simple. En fait, ce que j'ai envie de pouvoir exprimer, c'est par exemple, quand il y a une application, j'aimerais bien pouvoir faire, si j'ai par exemple une fonction comme ça, let id égale fun de x donne x, in, j'aimerais bien pouvoir facilement écrire id de 2, par exemple, sans mettre de parenthèse. Donc si j'ai une autre fonction, par exemple f, qui prend 2 paramètres, fun de x donne fun de y donne x plus y, pourquoi pas, eh ben je veux pouvoir exprimer f de 1, 3 plus 4 par exemple, et pas avoir à mettre des parenthèses comme ça, et ça autour. Par contre, si c'est une expression compliquée comme 3 plus 4, il va falloir mettre des parenthèses, parce que si on fait ça, f de 1, 3 plus 4, le parenthésage, il est comme ça. Donc en fait, quand j'avais commencé à l'écrire, la partie application, c'était pas évident. Donc c'est pour ça que j'ai été regarder dans le compilo au camel comment il faisait. Alors la description simple, c'est les éléments de base, ou ceux avec des parenthèses, ou des parenthèses autour. Donc soit c'est un ident, donc dès qu'on a reconnu le token ident, on rend le var ici, soit c'est un entier, soit c'est les booléens, c'est false ou true, ou alors c'est des parenthèses autour de quelque chose. Donc ça c'est les éléments simples, et ensuite on combine. Donc ici, ce qu'on a c'est justement l'appel de fonction.
Là, ici, c'est pour la fonction. Et là, c'est pour les arguments. Donc, il y en a au moins un ici, argument. Je vais revenir sur ça après. Donc, ici, c'est tout ce qui est opérateur binaire. Donc, c'est simple, c'est expression, opérateur. Donc, c'est ici, expression. Et on construit. Pour les opérateurs unaires, c'est simple aussi. C'est d'abord l'opérateur et l'expression. Ensuite, il y a le if then else. Donc après, vous voyez, c'est toujours sur le même principe. Ici, on a la déclaration, il y a une fonctionnelle, une fonction. Donc le fun, le mot-clé fun. Ensuite, on a l'argument formel, le paramètre formel. On a la flèche, on a le corps ici. Et on construit toujours chaque élément de notre arbre syntaxique abstrait. Donc ils vont se combiner entre eux par les appels récursifs. Alors ici, c'est pour une paire. Alors en OCaml, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, et on peut mettre les parenthèses en passant d'abord par une expression simple. Donc là, on a la virgule entre deux expressions. On a ensuite le let non récursif, et enfin le let rec. Donc on reconnaît let rec, l'ident, le égal, l'expression, le in et l'expression finale. Donc ça se fait assez bien, sauf que si je l'écris que comme ça, il va y avoir plein de conflits. Donc je vais vous montrer. Alors oui, ça c'est un petit... Ça, pourquoi il y a ce inline là? Alors, il faut savoir que pour gérer les conflits, on va regarder ça en détail maintenant, mais pour la priorité d'une règle, ça va être la priorité, pour réduire une règle, donc réduire tout ça, si par exemple j'avais le point qui était jusque là, eh ben, la priorité de la réduction, c'est la priorité du dernier token dans la règle, par défaut. Donc là, ici, ça serait la priorité de ça. Et si jamais on veut changer ça, alors je le vois, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser dans ma description, mais on peut rajouter un pourcentage prec, avec ici un token qui peut être un token qui n'apparaît pas réellement, un faux token, et comme ça, on peut donner la priorité, si on veut, si cette règle par défaut ne nous convient pas. Maintenant, la priorité pour un décalage, quand on a le point là, et par exemple on a un plus, et ben ça va être la priorité du token. Alors, on va revenir justement sur les déclarations de priorité, et après on va faire un exemple pour vous montrer comment Menhir nous indique quand il y a des problèmes et comment nous allons les gérer. Donc si on regarde, c'est ici, pour gérer les priorités. Donc, ce qui est à la ligne 18 est moins prioritaire que ce qui est plus bas. Donc la priorité, pour s'en souvenir, c'est plus c'est bas dans le fichier, plus c'est prioritaire. Plus les lignes sont grandes, plus c'est prioritaire. Donc là, ici, le plus prioritaire, c'est ici. Et le moins prioritaire, c'est là. Alors, le non-assoc, c'est pour dire que si jamais, à un moment, en fait, ce qu'on pourrait avoir pour le plus ici, ou le moins, ou le times, c'est, on pourrait avoir ça. Je pourrais avoir A plus B plus C, être ici. Et du coup, j'hésite à réduire, donc à mettre les parenthèses là. Donc là, ça serait la réduction. J'aurais reconnu en fait un E plus E, je serais là. Ce genre de choses. Mais je peux aussi décaler sur le plus. Or, ce sont les mêmes symboles plus. Donc on ne va pas pouvoir en fait, en regardant qui est le plus haut, donner la priorité à celui qui est le plus bas, justement. En gros, si j'avais ça, juste pour être plus clair, imaginons que j'ai ça. Cette situation-là, elle se gérerait facilement puisque je dis, ok, j'hésite à faire cette réduction-là. Donc la réduction, je vous rappelle, c'est d'aller dans ce sens-là. Je regarde quelle est la priorité de la réduction. Ben, c'est le dernier token dans la règle, donc je vois que c'est un plus. Et la priorité du décalage, c'est sur le fois. Donc là, je regarderai, le fois est plus bas, et donc il est plus prioritaire, donc je fais le décalage. Or, si c'est le même symbole, comment fait-on? Le point est là. Donc je regarde, la priorité de la réduction, c'est la priorité du symbole plus, et la priorité du décalage, c'est la priorité du symbole plus, c'est pareil, je ne sais pas comment faire. Donc là, on regarde left. Donc left, ça veut dire c'est associatif à gauche, et donc je fais une réduction. Si j'avais right, ça serait le décalage. Et non-assoc, ça veut dire que c'est une erreur. Par exemple, si jamais je voyais ça, A inférieur à B inférieur à C, j'étais dans cette situation, ça c'est quelque chose qui, alors en voulant décrire le non-assoc, je
je me rends compte que là, en OCaml, ça c'est une erreur. Parce qu'en OCaml, je peux avoir ça par exemple. En C, je ne pourrais pas avoir ce genre de choses. Ce genre de choses, là, ça ne marcherait pas. Mais en OCaml, il va dire, ok, 1 inférieur à 2, c'est vrai. Vrai strictement inférieur à vrai, il va nous dire que c'est faux. On peut essayer ça. Donc en fait, je ne peux pas mettre le non-assoc sur ça. Il faut que je corrige, il faut que je mette left ici. Parce que sinon, ça voudrait dire que si j'ai ça, il va dire, ok, ici, je ne sais pas comment faire, je suis dans cette situation-là. Bon, bah, du coup, ça va quand même illustrer le non-assoc. Donc, il se dit, ok, soit je réduis, soit je décale. Et moi, comme j'ai mis non-assoc, je lui aurais dit, bah, s'il y a ce genre de conflit qui apparaît, c'est une erreur syntaxique. Mais là, en fait, en OCaml, ça n'en est pas une. On peut même checker ça tout de suite. Donc, si j'écris ça, il nous rend false. Donc, j'avais un petit bug dans mon compilo. Et là, il faut que je corrige, du coup, le non-assoc. On va mettre maintenant left, du coup. Oui, alors, il faut que je revienne sur le inline. Donc, ce truc-là. Alors, si on regarde la règle pour les opérations binaires, les opérateurs binaires, en fait, on est embêté parce qu'ici, il n'y a pas d'unité lexicale. Il n'y a pas de token. Donc, Menhir, il n'est pas capable de déterminer quand le point est ici. Voilà, quand il va falloir faire la réduction, quelle est la priorité de cette réduction si on en a besoin pour gérer les conflits. Alors, ce qu'on va faire grâce au inline, en fait, c'est qu'on va étendre chacun. Cette règle-là, on va la dupliquer autant de fois qu'il y a de choses ici. Donc là, en 5 fois. Et du coup, c'est facile maintenant parce que ici, au lieu de binop, on aurait le plus qui renverrait le add. Donc dans hop, on aurait add. Et cette fois-ci, on peut donner une priorité à la réduction puisque le dernier token dans la règle, c'est plus. Et on aura quelque chose de différent quand on aura le minus, le times, etc. Donc ça permet de gérer ce problème. On va voir maintenant comment Menhir nous guide quand il y a des conflits. On va enlever par exemple le plus ici. Donc si je recompile ça, alors si on regarde le Dune, on voit qu'il y a une petite pour Menhir. Donc ça c'est le système pour OCaml pour construire les exécutables. Donc c'est bien pratique. Or les exécutables, les librairies, etc. Et je mets pour Menhir ici, on met un petit flag pour qu'il explique. Donc on va se retrouver avec un petit fichier d'explication. Et là, normalement, on devrait avoir une erreur. Ok, donc là, on voit apparaître, il y a des conflits. Là, vous voyez, il y a warning, il y a 12 états. Donc ça, on avait vu encore une fois en cours, c'était quoi ces états-là? Donc les états de l'automate, vous vous rappelez? Et il nous dit qu'il y avait 17 conflits shift reduced qui ont été gérés arbitrairement, résolus arbitrairement, ce qui est généralement pas bon. Donc il va falloir qu'on regarde tout ça et qu'on corrige. Alors, les informations vont être dans le dossier build qui est fait par Dune. Et on va aller regarder dans défaut et on va trouver un petit truc qui s'appelle parseur conflicts. Donc si je l'ouvre, on va voir qu'il nous dit par exemple, on va prendre le premier ici, et c'est pas mal comment il nous l'explique. Voilà, dans tel état, bon là on s'en moque un peu, je peux en fait décaler, parce que le point on voit qu'il est ici, donc je peux décaler sur un plus. Et on voit, il nous montre comment il a obtenu. Là il a SND, c'est pour récupérer le deuxième élément d'une paire. Expression se dérive, donc c'est comme ça qu'il faut lire, en desc qui se dérive en expression plus expression. Et aussi il nous dit, j'ai aussi ça, je pourrais avoir expr plus expr, celui-là se dérive en description, qui se dérive en second exp point, donc là je peux réduire, donc réduire cette règle-là, et ça se suit bien par un plus. Donc j'ai un conflit décalé potentiellement, ou remonter et réduire. Donc là, en mettant la priorité, ça va gérer. Donc après, il nous en indique plein, toujours à cause du plus. Donc si on gère le problème en remettant comme c'était tout à l'heure, on va recompiler.
Cette fois-ci, il n'y a plus aucun problème. Et il ne devrait plus y avoir, dans ce fichier, voilà, il n'y a plus rien du tout. Ok, donc là, on a... Ah oui, alors je devais revenir là-dessus. Sur cette partie-là, qu'est-ce que ça fait? En fait, dans arguments, on va avoir une liste d'expressions, enfin de descriptions simples. Donc, ce que je voudrais, par contre, c'est cette liste, ça va être une expression 1, expression 2, expression 3, expression 4. Et moi, ce que je veux faire, c'est l'application, si ici, E, c'est ma fonction f, par exemple, je veux qu'au final, ce soit f de E1, parenthèse, E2, parenthèse, E3, parenthèse, etc. Donc, c'est ce qu'on fait avec un petit fold left, et on utilise notre application ici. Donc je vous laisserai regarder comment ça marche en détail, mais c'est pour faire exactement ce que je viens de montrer. Alors dernière petite chose concernant le lexer et le parseur, c'est comment on les utilise maintenant dans le main. Donc dans le main, ça va être utilisé ici. Ça va nous créer l'arbre syntaxique abstrait avec les informations de position. Donc on appelle le point d'entrée notre grammaire. On dit notre scanner, c'est quoi? Notre règle du scanner. Et le lexbuff. Alors le lexbuff, il a été créé juste au-dessus, à partir du fichier. Donc si on regarde, on ouvre le fichier d'entrée ici, on crée le lexbuff à partir de ce fichier qu'on a ouvert. Et voilà. Alors là, c'était juste pour, dans le lexbuff, les informations de position, dire que la première ligne, c'est pas la ligne 0, mais la ligne 1. Et le nom de fichier ici. Donc voilà, après ça, ben, on a fait le lien du coup ici entre le scanner, le parseur et notre flow de caractères avec les informations de positionnement. Une fois qu'on a récupéré l'arbre syntaxique abstrait, on peut refermer le flow d'entrée et ensuite on va passer aux différentes phases.